Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo sur les véhicules électriques, plus précisément les modèles 106 et Saxo électriques Peugeot Citroën des années 90-96, dans les années 90 en tout cas. Comme ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus et que j'ai aussi travaillé dessus dans le passé, il y a déjà 2 vidéos sur ma chaîne, 2 ou 3 vidéos là-dessus, j'ai vraiment énormément de rush et d'informations. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous allez voir, c'est devenu un micmac assez compliqué, donc je vais essayer de vous expliquer et vous montrer. J'espère que la vidéo fera moins d'une heure, et si elle en fait plus, ce sera en 2 parties. Donc globalement, on part avec 5 véhicules. Mon client en a acheté un, le premier, la 106, grise. Puis on a acheté un deuxième, une saucisse blanche, puis une Saxo blanche, puis 2 autres 106, je ne sais plus la couleur, tout à la fin, si vous voulez. Le premier constat, c'est que la première était fonctionnelle, mais il y avait une batterie NICD qui était plutôt HS, il manquait quelques volts. Donc ça bridait énormément les kilomètres. La deuxième marchait super bien. Rien à dire au début. La Saxo blanche était en panne, elle n'achetait pas cher, on ne savait pas si les batteries étaient bonnes ou quoi. Et les 2 autres, elles sont complètement en panne et on ne sait pas encore aujourd'hui si elles sont vraiment fonctionnelles complètement, s'il y a quelque chose à... Enfin, elles ne fonctionnent pas, mais s'il y a des choses à sauvegarder dedans. Globalement, la première, on a remplacé un élément qu'on a acheté d'occasion. Mais bon, c'est bof, la personne qui l'a vendu ne devait pas trop savoir mesurer les éléments. La deuxième, eh bien, elle marchait plus suite à une accélération. Le client en a un peu abusé, on va dire. Elle marchait tellement bien qu'il a un peu abusé et ça a cramé quelque chose à l'intérieur. La troisième, eh ben, je l'ai testée avec des batteries NMC LG. J'avais fait un petit short sur la voiture. J'ai testé pour savoir si elle fonctionnait, donc elle fonctionnait. Puis les autres, pour l'instant, elles sont pour pièces. Ensuite, la première, la 106, eh bien, les batteries étaient faibles, donc on l'a mis en attente et on s'en est servi pour ponctionner le contrôleur batterie pour mettre sur la Saxo. Parce que vous allez voir qu'on a eu un problème sur le contrôleur batterie de la Saxo. La deuxième, la 106 blanche, elle est actuellement en attente parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait remplacer des pièces électroniques dedans. Donc il y a toute une partie sur la vidéo où je remplace le TGBT, l'IGBT. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'est un problème de charbon. Donc vous allez voir aussi la partie des charbons, sans rentrer trop dans les détails. Et c'est en attente actuellement. La troisième, la Saxo blanche, le contrôleur était HS, donc on lui en a mis des nouvelles. Et on a mis des nouvelles batteries, des batteries Tesla. Et on l'a rendu fonctionnel. Pas complètement, vous allez voir. Donc c'est un peu le sujet de la vidéo. On va se concentrer sur ces 3 premiers véhicules, principalement quand même sur la Saxo, puisque c'est celui-là qui a abouti le plus. Alors, globalement, on commence par la 106, on lui a enlevé les batteries, les packs batteries, on a contrôlé, on a vérifié les différents niveaux, on a regardé ce qu'on pouvait faire, on a changé l'élément, on a remis en service, on a nettoyé les connecteurs. Puis, voyant que l'autonomie n'était pas tellement au rendez-vous, on a un petit peu laissé tomber, on est passé à l'autre 106 à côté, qui avait donc un problème suite à ces accélérations. Donc j'ai opéré le démontage, parce qu'au départ on n'a pas vu les charbons abîmés, donc on s'est dit tiens, on va démonter, on va changer le gros composant de puissance, puisque c'est ça qu'il faut changer les 3/4 du temps. Donc j'ai vraiment démonté l'ensemble des éléments. J'ai déjà fait une vidéo sur le contrôleur où on voit le démontage de cette partie, donc vous pouvez aller la voir, c'est pas un problème. Ici j'ai pris en photo. Donc j'ai accédé à la pièce qui est tout au fond, il faut dessouder, repérer, remplacer. Donc c'est un Toshiba MG300 J2 YS50 je crois. Et on a trouvé un modèle équivalent. Une fois que j'ai ressoudé la pièce, j'ai replacé tous les éléments. Puis j'ai eu une petite astuce, un petit problème quand on va boulonner tout au fond, on a tendance à perdre les vis. Donc en fait j'utilise du scotch. Je scotche le tour des écrous, des boulons et des vis
pour pouvoir mettre soigneusement chaque élément. Puis après, en tirant dessus, le scotch reste sur la clé. C'est une petite astuce d'électricien. J'ai ensuite remonté l'ensemble recablé. Et voilà, c'était complètement remonté. On a testé, on s'est rendu compte que ça faisait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de puissance, ça faisait des à-coups. Donc on s'est intéressé au moteur en dessous, à la boîte de vitesse. On a regardé un petit peu les différents connecteurs parce qu'on voulait raccorder le logiciel Chekelec en plus du logiciel de la valise fournie avec. On a mis un connecteur Bluetooth mais qui ne marchait pas. Vous savez, c'est un truc un peu Carly là, le orange, le basique qui ne marchait pas. Donc on n'a pas réussi à avoir le diagnostic complet. Donc on s'est dit on va faire tomber le boîtier de la boîte de vitesse et on va regarder ce qu'il y a en dessous. Enfin sur la boîte de vitesse, le collecteur. Et on a eu accès au moteur et au charbon. Et on a vu que c'était un peu serré là-dedans. Même pour démonter les charbons, c'est pas très accessible. Donc on a démonté les charbons parce qu'on s'est rendu compte que les fils y touchaient à la masse. Donc il y avait un défaut à la masse, une sorte de court-circuit en fonction du roulage. Et donc il a fallu qu'on les démonte et donc qu'on en commande d'autres. Donc vous allez voir ça. Alors j'ai installé les batteries dans la voiture. Bon, j'ai eu la blague, c'est qu'il y en avait deux qui n'avaient pas la même polarité que les autres. Parce qu'elles doivent être mises face à face souvent. Bon ouais, je me suis débrouillé. Et donc là on est en 110 volts, j'ai mis un sectionneur infusible et on va tester ça. Ça va me permettre de faire de la maintenance sur le véhicule en attendant de changer les batteries. Alors on a remplacé les batteries. Les batteries avant c'était celles de test et on a acheté des batteries chez Kit of Grid ou chez EV Shop, c'est un peu la même maison, donc des anciennes batteries de véhicules Tesla, donc des NMC, donc qui sont en pack, comme ça. Alors elles sont faites pour être en refroidissement liquide, c'est pour ça qu'il y a un petit tube, et il y a un circuit de refroidissement interne que nous on va pas raccorder parce qu'on n'est pas sur des grosses puissances comme sur une Tesla. Elles vont pas vraiment monter en température, mais on se réserve la possibilité de le faire, donc on va garder accessible les différents tubes. On les reçoit, on teste leur tension, on regarde un petit peu la liste du matériel, tout ce qu'ils ont fourni avec pour raccorder, les jonctions, En gros, il y a plein de trucs qui n'ont pas servi. Il y a plein de choses qui n'étaient pas utiles dans le fonctionnement. Alors, c'est un kit, mais il y a des trucs qui servaient à rien. Je ne sais pas pourquoi ils les fournissaient. Il a fallu que je fasse mes raccords moi-même. On a essayé de positionner les batteries dans le bac arrière qu'on venait de démonter de la Saxo, parce qu'on a enlevé les batteries qui étaient HS, qui étaient à 0 volts. Batteries qui finalement étaient en très bon état, vous les avez vues dans la vidéo sur NICD et Multiplus RS, où je les ai remis en état presque à 90%. Ça nous a un peu... si on avait su, on les aurait remis en état tout de suite. Mais bon, on pensait pas vraiment que c'était récupérable. Donc on a essayé de positionner toutes les 5 packs dans le caisson à l'arrière. On a essayé de trouver un mode d'assemblage et puis ça nous a paru trop compliqué, il n'y avait pas la place, c'était vraiment inaccessible. Donc on les a mis sur la banquette arrière, c'est un véhicule commercial. Bon, c'est le client qui a voulu faire ça, parce qu'on a essayé de trouver de la place, on a enlevé il y a une tôle à un endroit qui cache la zone où il y a les sièges normalement. Et à l'emplacement de la banquette arrière qui normalement n'est pas là en véhicule commercial, on a mis les batteries. C'est un peu... Enfin, c'est pas homologué, c'est véhicule agricole on va dire. Et puis on a ajouté à cela un BMS, le BMS qui était fourni avec les batteries. Alors ce BMS, je vais vous en parler un petit peu après, vous verrez, c'est un peu compliqué. Bon là on a vu sur le moteur ce qu'on voulait vérifier, les puissances et les courants. On a assemblé le BMS, je vous parlerai en détail du BMS après. J'ai fait une petite boîte transparente pour mettre l'écran tactile, parce que les fils sont vraiment courts, on n'a pas vraiment de
transmission de données possible sans être obligé de rehausser la tension. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait un boîtier qui est juste à côté des batteries. Pour faire un écran sur le tableau de bord, il fallait mettre encore un peu plus d'électronique. Ça m'a paru un peu inutile et ça aurait pu poser problème au niveau contrôle technique et tout. Il valait mieux garder le cadran d'origine et avoir ce boîtier-là sur les batteries qui indique quasiment la même chose. Donc on a assemblé les batteries, on a mis un support en bois, on a boulonné tout ça, on a raccordé, on a tout bien mis, les petits relais, tout ce qu'il fallait, et puis on est passé au paramétrage. Le paramétrage sur téléphone. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous en parler tout de suite. On va d'abord parler du BMS parce qu'en fait le paramétrage c'est rigolo, mais moi c'était pas trop dans mes compétences. J'ai eu recours à un ami électronicien. Et on a bichonné ça ensemble parce que moi je galérais un peu à comprendre les notices parce qu'ils étaient un peu incompréhensibles. Donc on reçoit des notices et on reçoit du matériel comme ça, un SIMP BMS, un genre de carte électronique d'interface avec un écran, avec un schéma de câblage, avec des plans pour les pins, pour les broches, avec un certain nombre de fonctionnements différents, de modes différents. En fonction du mode, les bornes ne font pas la même chose. Et en fonction de la mise à jour non plus. C'est ça qui nous a perturbé. C'est parce qu'on l'a reçu avec une certaine mise à jour, mais dans la notice, c'en était une autre. Il a fallu qu'on contacte le fabricant, enfin la personne qui a fait ça, pour débugger un peu, parce que ça ne correspondait pas vraiment. On aurait pu tout cramer en fait. Et une fois qu'on a eu la bonne mise à jour, le plan là avec les pins a un peu changé. C'était un peu complexe et un peu contradictoire, donc les différents schémas n'étaient pas toujours les plus simples. Et ils vous envoient ça comme ça en kit, hein. C'est pas pré-paramétré, c'est pas pré-câblé, c'est un peu débrouille-toi. Donc ça c'est un peu dommage, d'autant que mon informaticien, quand il a regardé le logiciel, il m'a dit c'est pas un travail très propre, c'est fonctionnel, mais il n'aurait pas fait comme ça. S'il fallait le faire en série, il l'aurait fait mieux. Donc on nous montre un peu comment câbler le chargeur, comment câbler sur le Cerbo GX, c'est compatible Victron, c'est le même système que pour les batteries Kit of Grid que j'ai déjà testé sur ma chaîne. On a une petite courbe, une petite droite pour estimer le pourcentage en fonction de la tension. Soit on fait ça, soit on met un ampèremètre et on fait en fonction de la capacité. On a aussi les différents menus de paramétrage via l'ordinateur ou via un logiciel sur le téléphone pour aller régler un certain nombre de paramètres, notamment les différents objectifs, les seuils, les checkpoints, les délais, les courants, les modes de fonctionnement ESS ou véhicule électrique, et ainsi de suite. On a une information comme quoi il faut bien mettre une diode de roue libre parce que ce sont des transistors qui commandent les relais, soit avec une commande en positif, soit une commande en négatif. Alors c'était un petit peu perturbant ça aussi. En fonction des différentes mises à jour, il y a des choses qui changeaient. Il y a des bornes qui changeaient, des choses qui changeaient, donc il a fallu qu'on recheck effectivement. Il y a un petit boîtier qui s'appelle SimCharge qui sert pour contrôler les chargeurs intelligents. Moi je ne m'en suis pas servi parce que j'en avais pas besoin. Et puis il y a un petit logiciel, je crois que c'est celui-là, la Teensy, qui permet d'aller consulter les informations en USB sur un téléphone ou sur l'ordinateur. Il y a peut-être d'autres logiciels. Puis en fait, on va chercher, c'est un peu comme les anciens programmes ou les Minitel, vous voyez, on va chercher avec les flèches, on va chercher le paramètre qui nous intéresse, on modifie, et puis ou éventuellement le nomme au début, puis on lui dit égal à temps, et puis ça change le fonctionnement, puis ça rafraîchit la page, et ainsi de suite. C'est assez basique, mais en même temps, faut être informaticien pour ça, quoi. Bon, sur la Saxo que j'avais remis en service provisoirement pour faire des tests, on a eu un petit souci d'inversion de polarité. C'est un problème de concentration. C'est vrai, quand on travaille sur de la tension élevée, il faut être concentré. J'avais le client un peu avec moi tout le temps. Enfin, j'ai été pas mal perturbé. Au moment où on a mis sous tension, on avait inversé deux câbles et ça a claqué la carte qui est là. Là, c'est pour gérer le moteur. Là, c'est le chargeur module principal. Et là, c'est pour charger la batterie secondaire. Et donc, il est là. Il a flashé. Il est tout noir. Et il faut que il y a des fils qui ont flashé, je pense qu'il y a des diodes de cramé, je suis en train de démonter. C'est embêtant parce que c'était pas prévu. Bon gros plan sur la carte électronique, on voit différents flashs, on voit des fils qu'on cramé, on voit ça a noirci,
Il y a des pistes qui ont complètement chauffé. Bah, évidemment, une inversion de polarité, ça fait un court-circuit. Hein, les différentes diodes lâchent, les condensateurs, les pistes. Alors apparemment, ça a fait fusible un peu partout. Donc je me suis dit, je remplace les pistes défectueuses. Tout ce qui a sauté, tout ce qui a fondu, parce qu'apparemment les composants ont résisté, la plupart. Et c'était plutôt sur la partie puissance, donc avant même le reste de l'électronique. Donc je me suis dit, je tente le coup, je remplace ce que je peux remplacer. Je nettoie, je redessine les pistes et je remplace avec les sections appropriées. Donc j'ai passé un petit peu de temps à faire ça, à remplacer des diodes, à essayer de remettre en état. Ça a fait clac. Allez, on recâble. Nouveau contrôleur, tout neuf. L'autre il est pété, il est à côté. Alors je teste d'abord la polarité des câbles, parce que c'est ce qui m'était arrivé l'autre fois, on s'était trompé de sens. Donc, je vais dire parce que c'est une tension quand même un peu dangereuse. 114 volts. Le plus est bien à droite, je vérifie. C'est ça. On n'a plus qu'à mettre du liquide hein, si ça marche. Ouais, vas-y. Bon, bah, c'est bon. Donc on va aller faire un petit tour avec. Il n'y a plus de carburant. Ah mince, on est en panne d'essence. Toi, ça fait 55%. On était à 50 tout à l'heure, avec 2 volts de plus. Et mon acolyte, t'es alcoolique? Tu dis ce que tu veux. Allez. Allez, on y va. Déjà, ça va la dépoussiérer, ça va enlever la merde sur les charbons. Le voyant de carburant il s'éteint de temps en temps, c'est qu'il doit en rester un petit peu dedans. Si on est en panne, on reviendra à pied. Ouais. Je mets le rétro à l'arrière. Les clignotants fonctionnent. Bah, la voiture fonctionne. Hein. Ouais, c'est vraiment raté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, ça. à part d'aller doucement sur l'accélération. Un moteur, déjà, ça marche, ça régénère. La régénération fonctionne. Clignotant à droite. Je pense que ça marche. C'est la première fois qu'on me filme en fait. C'est moi qui me filme tout seul. J'ai l'impression d'être dans une chaîne de... Tu sais les chaînes YouTube où ils testent des véhicules électriques justement. Ils sont là avec leur Tesla. Waouh, je fais 400 km. Bah nous on remet en marche une bagnole de 96 mec. Alors ta gueule. Il n'y a aucun mérite d'avoir une bagnole de 2024 hein. T'as été travaillé, c'est bien. Félicitations. L'électronique fonctionne. Parce Les charbons ont l'air d'aller, les roulements, il y a un petit bruit mais... Toi ça secoue un peu, ouais. C'est peut-être la route. Bon, t'as peut-être des amortisseurs, des machins à entretenir, oui. un peu de graissage à faire. Derrière le pourcentage. J'ai rien. Ouais, je peux pas faire l'excès de vitesse, t'inquiète pas. C'est pas possible de toute façon. C'est 80 maxi je crois. Il pousse un peu. Hein. On va s'arrêter. Pas mal, on est à 70, 75. Allez. H. Bon bah il fonctionne. Bah ouais. Oh, ça l'a dégrippé un peu, ça lui a fallu bien. Oui, hein, oui. Elle roule mieux au retour qu'à l'aller. Bah, en même temps, ça faisait déjà 5 ans qu'elle avait pas tourné chez lui. C'est clair, on n'a même pas fait la pression des pneus. Ah non, en plus là. Là, juste à l'abri. Nickel, 49%. Et bah, Félicitations. il n'y a plus qu'à mettre. Il n'y a plus qu'à connaître où est le pourcentage et régler le bordel. Bon, après que le véhicule a été mis partiellement en service, j'avais un certain nombre de checks à faire. Bon, bah, le client a essayé de s'en servir et il est tombé en panne, visiblement à cause du froid.
mais pas seulement. Donc voilà, je récupère le véhicule et je fais mon check. Moins 1 degré, 0 degré la plus élevée. La qualité des chargeurs. Je confirme qu'on a 61-62 volts avec la masse, entre la masse et le sol. Il y a un problème de terre. Donc là, le calculateur, il me dit qu'il y a des défauts d'incohérence calculateur et borne type batterie. Ah, les bornes, c'est, vous savez, c'est le mini et le maxi. Très bien. Défaut paramètres du calculateur. Il y a 2 défauts. Ok. F9. Effacer défaut. Ah oui, j'espère qu'il voudra rien. Donc là, Chekelec envoie dans le calculateur les différentes valeurs que je lui ai données. Au fur et à mesure, elles se valident ou pas. Il faut espérer qu'elles se valident toutes pour reparamétrer le calculateur et puis éviter de sortir des bornes mini et maxi de la batterie. Éviter qu'elles se foutent en rideau à chaque fois. Donc on va voir si la dernière durée maximum. Et normalement, à la fin, le calculateur devrait me donner les bonnes valeurs. Initialisation. Pas eu de message d'erreur pour l'instant. Donc j'ai coupé le chargeur. J'ai coupé le contact. Ce qu'on entend, c'est la pompe là. Il faut que les 3 petits points là, c'est les valeurs que j'ai changées. Voilà, 98, 92, bah c'est que c'est bon. Donc je vais toutes les contrôler. Et on va voir si ça marche. Donc là, bah, maintenant que j'ai changé les paramètres, j'ai relancé une charge. On va voir les courbes se tracer. Tout à l'heure, elles ne marchaient pas les courbes. Les paramètres ne marchaient pas. Donc là, on est parti à 20 ampères. On va voir les... La température, c'est la température du contrôleur. Hein. C'est pas la température des batteries, parce que maintenant, les batteries, on n'a plus la sonde, elle est sur le BMS. Donc je contrôle ici. Je constate déjà qu'on est à 113 volts, alors que la batterie me donne 114,8. On a un peu plus d'1 volt d'écart. Donc je vais contrôler ça. On constate bien qu'on a 3250. Alors il y a 25 watts pour la lampe. 3250 watts à peu près de consommé. Donc je vais recouper la lampe et je compte les watts-heures en même temps. Et on est comment dire, NFC 15 temps friendly parce qu'on est sur un disjoncteur 16 ampères avec du 1,5 carré. Hein? Exactement comme un MC 1500. C'est une boutade, hein, mais ça me permet de voir la chauffe des câbles. Alors j'utilise un petit boîtier, c'est le V-Linker MS de V-Gate. Je crois qu'il y en a d'autres qui fonctionnent. Moi, c'est avec celui-là que j'ai réussi. Donc on l'installe avec le cordon qui va dans la prise OBD, c'est une prise spéciale pour les véhicules électriques. Et donc on a un adaptateur et on le met, toc, et il se met à clignoter. Et quand on va l'appairer sur le téléphone, alors il faut un petit, c'est du Bluetooth, il faut d'abord le rechercher, l'appairer, après on ouvre l'application. J'ai un Galaxy là, sur lequel j'ai l'application Chekelec, et ça me permet de paramétrer des valeurs, et en l'occurrence là, il faut que je vérifie si les valeurs n'ont pas changé, parce qu'elles ont changé une première fois après la première paramétrage. Là ce coup-ci on n'a pas coupé les batteries de traction, pour voir s'il mémorisait. A priori oui, parce qu'on a réussi à rouler avec. Mais il y a un petit voyant qui s'allume et j'aimerais bien savoir pourquoi, donc il faut que j'aille chercher un peu tout ça. Donc là, pendant que je fais les paramétrages, je contrôle l'état des batteries pour voir si on n'a pas d'alerte, si les tensions sont bonnes et si les pourcentages sont bons. Bon, alors, je vais aller voir la charge. Donc là, il me dit liaison PSA établie. Donc c'est un petit logiciel qui est presque obsolète maintenant, hein. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment pour ce véhicule-là. Donc là, il me dit 119 volts, 8 degrés. C'est la température du contrôleur, 22 ampères de charge. Et la batterie, moi, elle s'annonce à 120,6. Vous voyez, il y a 1 volt d'écart là. Quand on va dans les paramètres, on a l'interface OBD ici. Il faut la choisir. Hein. Profil A. Expert. C'est ça, il faut remettre le profil expert quand on redémarre l'appli. Très bien. Paramètres. Après avoir consulté et modifié les paramètres, n'oubliez pas de revenir au menu principal. Si vous ne le faites pas, le véhicule pourrait rester en mode dialogue. Ok. Donc on va chercher
Initialisation des communications. Donc durée de charge. Donc dès que les 3 petits points sont mis en valeur là, voilà 0. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher ce qui m'intéresse. C'est pas la charge qui m'intéresse, mais j'aimerais bien voir s'il y a des charges normales. Normalement c'est 124 volts ici. Je voudrais voir s'il a remis à 147. 124 c'est bon. Mais alors par contre il faut que je la change parce qu'on a déjà 1 ou 2 volts d'écart. Hop, et quand on fait ça, on l'envoie vers la gauche. Et il va faire envoi des données. Attention, ça il va mettre un petit vert là. Ou alors il va dire que c'est pas bon. Voilà. Il valide. Envoie des paramètres. Très bien. Et il faut que je regarde si j'ai pas un paramètre pour le mode écho. J'ai un petit problème sur la jauge d'énergie avec le mode écho. Jauge max, jauge mini. C'est marrant parce que la jauge elle affiche pas la même valeur que la batterie elle-même. 87, 91. Et tout à l'heure quand on était dans l'info on était à 88. Il y a un petit décalage. Ok. Batterie. Ampère-heure, température limite. On va regarder s'il a mis les ampères-heure maxi, 190. Ok. Compteur, roulage. Durée de ventilation, activation de la roulage, on s'en fout. Moteur, accélérateur. Alors, accélérateur, décalage, temps de calibration, consigne minimum. Ok. Moteur, température, on s'en fout. Limitation de puissance. Temps de déclenchement 5 secondes. Et courant, ah voilà, on est à 110 là. C'est peut-être un peu élevé, 110. On va mettre 106. Voilà, et on va envoyer la valeur. Parce qu'il m'a dit que le voyant écho s'était mis, et ça se trouve, une fois qu'il y est, il revient pas comme ça. Quand on est sur les NICD, une fois que la tension est baissée, elle est baissée quoi, donc le mode écho il est actif tout court. Donc là je pense que c'est ça, on va voir tout à l'heure, je vais rentrer chez moi ce midi, et je vais voir si c'est ça. J'attends de voir si la valeur a changé, c'est bien 106. Oui. Tension de limitation à 100 ampères, 100 volts. Je laisse comme ça. Non, je vais le baisser lui aussi. Ok, j'enverrai toutes les valeurs après. Hein. Hop. On peut faire toutes les valeurs en même temps. Système de refroidissement, calculateur. Alors, calculateur, température, on s'en fout. Autodécharge, autre. Qu'est-ce qu'on a en autre? Coefficient de référence, tension mini. 80 ampères, courant mini 80 ampères. La batterie est déchargée quand on est à 0 ampères et 98 ou quand on est à 92 volts et 200 ampères de décharge. Je crois que c'est ça. On envoie la valeur. Je pense que c'est ça. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Et après je relance la charge. J'ai besoin de la charger cette voiture. De vérifier l'autonomie et tout ce qui va avec. Donc petit contrôle, on a 1 kWh d'envoyé dans les batteries. La prise extérieure est à 6 degrés, alors dehors on est à presque 0. Donc voilà, je sauvegarde. On suit le câble. On arrive sur la multiprise ici. Multiprise, vous voyez, qui est plus chaude. Hein, j'ai bien respecté la NC 1500. Donc ça c'est un 1.5 carré qui est branché sur un 2.5. Donc là on a une prise. On suit le câble. Donc la multiprise elle 71, 72. Le câble, oh, il est presque à 30 degrés. Et le disjoncteur, il est à un peu plus de 30 degrés dans les bornes là, puis après c'est bon. Après on est à 25 et puis ça se dissipe. Hein, une trentaine de degrés sur le câble. Et en fait là, le point faible c'est bien les interrupteurs. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est multiprise, interrupteur, la jonction à l'intérieur. On voit bien que la chaleur elle est derrière. Voilà.
On est sur l'installation avec le multi-RS, qui d'ailleurs me dit 3361 watts, 89% dans les batteries, on en produit 1500 avec le solaire. Je foutu mes tests comme ça. Hop, 1350 Wh. Petit point, nous sommes proches des 100%. Hein, on est peut-être à 95%. Là, c'est le logiciel qui est mis. Si on met de l'autre côté, on peut s'en servir de compteur, de suivi pendant qu'on roule. On va le faire tout à l'heure. On voit le courant qui oscille un peu, la température qui monte, la tension de la batterie qui arrive proche des 123 volts que je lui ai demandé. Donc c'est normal qu'il oscille un peu. Il commence à baisser de temps en temps. On a le contrôleur ici, sur lequel on ne voit rien du tout. Voilà. Qui est à 123,4. Donc on a 1,4 volts d'écart. Donc comme 124 c'est le maximum, enfin bon, ça peut monter encore plus haut, mais bon, c'est une petite sécurité. On voit que le pourcentage n'a pas changé. Je pense qu'il a besoin de se réinitialiser à chaque fois pour le pourcentage. C'est un petit peu dommage. Il n'arrive pas à évoluer. Bon. Les cellules, il y en a une la plus basse est à 4,08 et l'autre est à 4,13. Sachant que 4,15, 4,20 c'est le maximum. Donc ça nous fait un écart de 47 millivolts entre la plus élevée et la plus faible. Bon, j'espère qu'il y a un équilibreur dedans qui va faire le taf, parce que les blocs de batterie Tesla, elles sont entières en fait. Hein. Je rajoute pas d'équilibreur dedans. Et puis bon, vous voyez, on est à 6 degrés. On charge à 22 ampères sur un parc qui fait 200 ampères-heure. On est presque à C sur 10, C sur 8. Ça va à cette température-là. Vous voyez là, le courant il baisse petit à petit. On a une chute, là on est à 17, 16 ampères, parce qu'on arrive à la fin de charge. J'attends de voir vraiment la fin de tout ça. Moi je suis assez content de la jauge que j'ai réglée là dans les paramètres. On est très très proche des 100%. Je préfère ne pas la calibrer complètement à 100%, parce qu'effectivement les batteries sont à peine à 100%. Ici on n'a pas atteint les 4,15 volts par cellule, donc on aurait pu encore charger un petit peu. Donc le chargeur a bien fonctionné, il s'est arrêté au bon moment. Je dois lui rajouter une protection, un relais de coupure au cas de surcharge. En cas de problème à la surcharge, s'il y a une des cellules qui dépasse la tension, la voiture ne le saura pas. Donc le BMS, je vais y rajouter un relais sur le 230 volts, l'entrée 230 volts du chargeur, pour couper la charge, une sécurité quoi. Bon voilà, c'est chargé. On va pouvoir prendre la route. On réinitialise le BMS, je pense qu'il va se mettre à 100%. 87. Ouais, c'est bizarre. Donc là on voit bien le suivi de mon trajet, le suivi du trajet avec le courant qui est monté à un peu plus de 100 ampères, les batteries qui sont descendues un petit peu, la régénération un peu aux alentours de 50 ampères. Et c'est pas mal pour contrôler un peu ce qui se passe sur le système. Bon, ça fait la deuxième fois que mon différentiel Eaton de marque standard disjoncte, c'est un AC. Il faut savoir que j'ai une composante de 60 volts à peu près qui va à la terre sur le chargeur. C'est une alimentation à découpage qui a une forme de parasitage. Et normalement il faut mettre un type renforcé ici. C'est-à-dire que là on a une petite sinusoïde de dessiner. C'est un type général avec des courants sinusoïdes. Et moi j'ai aussi des défauts à découpage, donc j'étais obligé de mettre ce noir que là. Il n'y a pas le type de marqué dessus, mais il y a le petit logo avec le petit carré. Là, et donc il devrait protéger un peu mieux. Je le remplace. Voilà, nouveau différentiel. J'espère qu'il ne va pas sauter ce coup-ci. Ça serait pas mal. Donc vous voyez là, je ferai une copie d'écran. Au bout de 2 heures de charge, à peine 2 heures à 22 ampères, on a eu 2 coupures. Et 2 coupures à cause du disjoncteur différentiel. Puis à un moment donné, il y a eu le temps que je fasse
J'ai attendu un peu trop longtemps pour le câblage, il y a eu un oubli de données ici parce que justement, le temps que je câble. J'ai changé la prise, j'ai mis une prise neuve qui chauffe aussi, hein. Je crois qu'elle est dans les 60 degrés avec la caméra thermique. Et bon, c'est une prise neuve qui est câblée exprès pour, et un câble en 2,5 carrés qui va jusqu'à mon différentiel. Voilà, ça va jusqu'à mon disjoncteur 20 ampères qui est protégé par le différentiel. En direct, ça chauffe moins. Donc sur le logiciel, enfin l'application CheckElec sur le téléphone, on peut effectivement suivre la charge et la décharge de manière assez précise. On peut aussi suivre donc la décharge, le roulage avec le courant en jaune et la tension en bleu, ce qui m'a permis moi de voir ce que je pouvais faire comme autonomie entre les 123 et les 100 volts. C'est un peu la plage de fonctionnement normal de la voiture. On peut descendre un peu en dessous de 100 volts, mais c'est vrai que c'est un peu dégradé. Comme ça, on voit l'état petit à petit de l'autonomie en plus du pourcentage, en plus de l'aiguille. Et moi, ça m'a permis de voir les courants, comment ils étaient. Si on avait réellement besoin de 100 ampères, 150 ampères, si la régénération se passait bien. Si en cours de régénération, c'est-à-dire quand je dis régénération, c'est le freinage. On lâche l'accélérateur et ça freine. Si la régénération ne dépasse pas la tension maximale des batteries, si le contrôleur régule bien à la tension maximale qu'on lui a rentrée, est-ce qu'il considère que la régénération est un chargeur et du coup il régule. Donc ça m'a permis de vérifier ça. Effectivement, ça régule, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas énorme. Ça m'a permis de bien régler le système. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça régénère trop non plus. Et on a quand même une multitude de courbes et d'exemples. Ça m'a permis de faire des tests d'autonomie. Tests d'autonomie dont je vous parle en fin de vidéo. Donc voilà, on a quand même pas mal d'exemples. Lorsqu'on fait la charge, on a effectivement la température du contrôleur. On voit que la température, elle oscille en fonction du système de refroidissement, du liquide de refroidissement. Le courant de charge, il oscille suivant des cycles, suivant des phases de relevé. Des fois, il s'arrête pour voir la tension à vide et il repart. Donc ça, c'est plutôt adapté au NICD, mais toutefois, c'était quand même pas mal adapté au lithium j'ai fait une charge assez stable. Et puis après, j'ai pu aussi faire mes relevés sur le VRM, regarder un petit peu la charge avec le multi-RS. On voit que ça fait des gros rectangles. On voit le moment où le DDR arrêtait pas de sauter, où il a fallu que je le change. Ça m'a permis de voir aussi les variations de pourcentage dans ma batterie annexe qui permettait de vérifier les quantités d'énergie, le soleil et puis les tensions courant. Bon, ça c'est pour l'autre batterie. Le logiciel CheckElec, l'application CheckElec, une fois qu'on est dedans, on peut changer un certain nombre de paramètres. Bon, je vais peut-être pas tous vous les faire. Donc moi j'ai changé la tension de charge de 124 à 123 volts. C'est vrai que ça met une petite marge de sécurité. J'ai aussi modifié des choses comme... j'ai enlevé tout ce qui était mesure de température. Tout ce qui était lié aux relances de charge, aux phases de charge. Là, j'ai réglé la capacité au maximum aussi. On ne peut pas mettre plus que 190 ampères-heure. Donc, ça veut dire que le pourcentage affiché à l'écran est faux par rapport à ce que j'ai estimé qu'il y avait dans les batteries. Parce que je n'ai pas pu vraiment les tester, ces batteries. Elles sont une tension qui ne me permettait pas de le faire et j'avais pas de BMS adapté. Enfin, j'allais pas le configurer différemment. Il faut faire un test d'autonomie pour le savoir. Et aujourd'hui, le test n'a pas été hyper concluant. Enfin, le client n'a pas réussi à faire les kilomètres qu'on voulait. La jauge d'énergie, c'est si elle affiche effectivement le vrai 100% et le vrai 0%. Le courant de surcharge, je l'ai enlevé. Puisqu'il n'y a plus besoin de surcharge, il n'y a plus besoin de cycle d'égalisation, il n'y a plus besoin de délai, il n'y a plus besoin de ça. Donc tout ce qui est égalisation et entretien, j'ai tout mis à 0. Pareil pour l'initialisation, vu qu'on est sur du lithium, on n'a pas ça. Le compteur d'ampères-heure, je l'ai mis un peu plus élevé que ce qu'il y avait avant. Et puis je crois que les ampères-heure, ça nous donne une forme de pourcentage. Bon. On va à tâtons en général. Pour le roulage, c'est des détections de vitesse en fonction des kilomètres, savoir si on envoie beaucoup de courant ou pas, est-ce qu'on attend avant d'activer telle ou telle puissance. On a l'accélération ici, les pourcentages de puissance, donc on peut les régler, c'est pas la peine de mettre trop non plus, ça reste un vieux véhicule. Les températures limites, donc on peut mettre assez haut pour la plupart des réglages. Il n'y a pas grand chose qu'on modifie.
Le système de refroidissement, bah, c'est celui d'origine en fait, c'est juste que ça va plus dans les batteries. On n'a plus besoin de mettre des températures si bridantes, avec autant de bridage, puisque maintenant on a un circuit fermé, ça passe plus dans des batteries. Mais on aurait pu le faire passer dans les batteries. Les températures de calculateur, bon bah voilà, pareil, 60-80 degrés, vaut mieux laisser la sécurité. L'autodécharge, alors j'en ai pas mis, mais on pourrait en mettre, c'est si on stationne trop longtemps, on pourrait estimer que le pourcentage il a été dégradé. Pour l'instant on ne l'a pas fait. Les limites de tension basse avec les limites de courant de puissance, bah, j'ai mis 92 et 98 volts. Après usage, j'ai considéré qu'il aurait fallu baisser encore un petit peu. Mais il faudrait qu'on refasse un test. Là, pour l'instant, le véhicule, il a un problème de frein. Donc, il n'a pas pu passer le contrôle technique. Donc, on refera un test. Bon, les différentes courbes que j'ai faites, je ne vais pas vous les montrer de manière informatique, hein. Ça, c'est les différents réglages que j'ai mis dans le Check-Elec. Donc, si vous avez envie, vous faites pause. Et vous pouvez mettre les mêmes chez vous si vous faites le même véhicule. Ça, c'est les pourcentages en fonction de la tension de chaque cellule. Ici, c'est la tension de tout le pack. Là, c'est la tension d'une seule cellule. Voilà, donc c'est l'équivalent 30S, 124,5 volts. Donc on aurait pu descendre à 90 volts, même voire un peu moins. Moi, je me suis plutôt basé ici. Bon, j'ai une petite réserve ici qu'il faut travailler. Ensuite, lors des différents roulages, alors j'ai quand même roulé plusieurs centaines de kilomètres, j'ai fait une courbe qui est la puissance consommée. Alors, je suis désolé, ça ne se voit pas très bien, ça va jusqu'à 15 kW. Hein. La puissance consommée, 5, 10, 15, en fonction des km/h, en fonction de la vitesse. Donc j'ai fait quand même pas mal de mesures. J'ai obtenu une espèce de slalom comme ça, d'accord? Donc c'est des vitesses moyennes. Hein. Et je me suis rendu compte qu'à partir de 60 km/h ici, il y avait une espèce de seuil aérodynamique qui faisait que ça faisait augmenter la consommation au kilomètre en fonction de la vitesse. Donc il y a une zone, alors on ne peut pas faire plus que ça visiblement. Quand on est en basse vitesse, on est relativement économe. D'accord, on est relativement économe, ce qui est quand même pas mal, donc on a le mini, le maxi. Et dès qu'on dépasse 60 km/h, bah, vous voyez, on a une espèce d'échancrure, on a deux courbes différentes qui sont en fonction de si on est en descente ou en côte. On est sur des consommations de l'ordre de 15 kW pour 70 km/h. C'est un petit peu élevé. Bon, c'est en courant continu, hein, on est sur des systèmes à courant continu. J'ai aussi j'ai tracé les courbes des pourcentages en fonction de la distance. Donc ici, ce sont les kilomètres, d'accord, de 0 à 90 km. Ici, c'est à la fois la tension, ici c'est la tension du pack entre 126 et 102 volts. Alors c'est vrai, j'aurais pu descendre plus bas. Et le pourcentage de 100% à 20%. J'ai fait tout un tas de calculs ici de corrélation parce qu'en fait, en fonction de qui dit quoi, on a quelque chose d'un petit peu différent. Si c'est le BMS, on a la courbe en crayon de bois là, qui est là, qui est pas vraiment droite, vous voyez. Si c'est la Saxo qui affiche, elle a quelque chose de beaucoup plus droit, donc qui part un peu plus haut d'ailleurs. La Saxo affiche plus que le BMS, donc peut-être qu'il y a un petit réglage à faire au niveau de la charge ici. On a une chute de tension, il va falloir y travailler. Donc on a quelque chose d'un petit peu plus droit. Et puis je suis pas descendu, j'ai pas été au-delà de 50 km. Je suis pas descendu en dessous de 60-70%. Donc j'ai juste fait des corrélations. Et puis on a, si on interprétait le pourcentage en fonction de la tension affichée par la Saxo ou affichée par le BMS, à cause de cette fameuse chute de tension, on aurait un pourcentage un peu plus faible. D'accord? Donc le BMS et la Saxo annoncent un pourcentage un peu élevé par rapport à ce qu'on aurait dû interpréter. Par rapport à la fameuse droite là, que je vous ai donnée, que je vous ai dit là. C'est un peu, voilà, je dirais que là, la petite zone qui est là, c'est parce qu'en fait, en dessous d'une certaine distance, on fait beaucoup de départs arrêtés. Si vous voulez, quand c'est des petites distances, l'autonomie est moins bonne. Parce que moi, j'ai vraiment calculé sur des distances. Donc, c'est pas en fonction qu'on est en côte, on n'est pas en côte. J'ai essayé de faire une corrélation entre l'autonomie et le pourcentage pour voir combien de kilomètres on serait censé faire. Alors, si je suis précautionneux, j'estime faire 107 km avec cette voiture, avec un usage d'environ 18 kWh. Hein. Donc ça ferait quelque chose d'à peu près correct, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. On avait estimé plus, on voulait faire plus, mais il y a beaucoup de marge de sécurité aussi sur le lithium. C'est des batteries de deuxième main.
Donc bon, on n'a pas été très, très satisfait là-dessus. Si on avait su, on serait parti directement sur des prismatiques avec des cellules 1, 2, 3 Smart là, et on aurait tout réglé comme ça. Mais à cette époque-là, il y a 2 ans, quand on a lancé le projet, on a fait avec ce qu'on nous a dit qui fonctionnait en fait. Ceux qui l'avaient déjà fait, c'était les gens de chez EV-Shop en Pologne, et on a suivi leurs conseils, mais finalement, ce serait à refaire, je ne le referais pas. Enfin, j'ai trouvé ça trop laborieux, trop long, trop compliqué. Puis réutiliser les vieux véhicules pour les remettre, je sais pas. C'est un peu spécial. Puis après, c'est moi qui fais le technicien de tout ça. C'est pas trop ma tasse de thé. C'est faisable, quoi, mais il y a beaucoup de petits détails qu'on maîtrise pas.